Bienvenue chers collègues dans cette nouvelle vidéo qui concerne la partie 2 des signes fonctionnels digestifs dont on fera les troubles du transit intestinal. Avant d'entamer notre sujet, on verra une introduction, ça va être un rappel sur la physiologie de l'intestin et sur la physiologie du côlon. Puis on verra les troubles du transit, commençons par les diarrhées. Et en dernier, on parlera de la constipation. Donc on commence par la physiologie de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le plus long segment de tractus digestif. Il mesure 4 à 7 mètres de longueur et son diamètre va de 2 à 3 cm. Celui-là reçoit le chyme gastrique et se mélange de différentes sécrétions biliaires, pancréatiques et intestinales. La longueur et la lenteur de progression de contenu donnent le temps nécessaire à la digestion enzymatique. Cette digestion qui nécessite des phénomènes moteurs et chimiques. Dans ce rappel, on va parler de 4 mécanismes qui se passent au niveau de l'intestin grêle. En premier, on va parler de la motricité intestinale. Cette motricité qui a le rôle du brassage des aliments avec les différentes sécrétions pour favoriser l'absorption et la propulsion. Les principaux mouvements de l'intestin sont les mouvements du brassage, qui sont de deux types, les mouvements pendulaires, qui sont le résultat des contractions des fibres longitudinales de la musculature intestinale, et les mouvements segmentaires, qui sont des contractions des fibres circulaires de la musculature, qui ont le rôle de mise en contact du bol alimentaire avec la muqueuse intestinale. Cela favorise, bien sûr, la digestion et l'absorption du bol. Les mouvements propulsifs, ce sont des mouvements péristaltiques qui sont déclenchés par l'arrivée des aliments. Donc, dès qu'il y a des aliments à ce niveau, il y aura une contraction de ce segment, le segment d'amont, pour pousser le bol alimentaire vers le segment d'aval qui est dilaté. En dernier, les mouvements agents, ou bien les mouvements qui se passent en dehors des repas, ce qu'on appelle le complexe migrant interdigestif. Ou bien, vous entendez parfois le CMM, le complexe migrant moteur. C'est une sorte d'onde péristaltique unique qui parcourt tout le long de l'intestin grêle en 90 minutes. Cette onde-là est interrompue par l'arrivée des aliments. Elle permet de débarrasser l'intestin des particules alimentaires non digérées, même des sécrétions digestives non réabsorbées, et des bactéries qui ont échappé à l'action de l'acidité gastrique et des sels biliaires. Dans certains cas, on aura une anomalie de mouvement agent ou bien une anomalie de complexe migrant moteur. Cette anomalie favorise la pullulation microbienne au niveau de l'intestin grêle. Cela se voit surtout au cours de la sclérodermie et au cours de la neuropathie diabétique. Passons donc à la sécrétion intestinale. En réalité, la sécrétion intestinale est une sécrétion modeste, assurée par quelques solides de la muqueuse et assurée aussi par des glandes, telles que les glandes du Brunner et les glandes du Lieberkühn. Ce sont des glandes spiralées qui se situent au niveau de la sous-muqueuse duodénale et qui assurent une sécrétion alcaline contenant deux muqueuses contre l'acidité de chyme gastrique et contenant aussi les enzymes intestinales qui sont nécessaires à la digestion, tels que les peptidases de la bordure ambrose, les oligosaccharidases et l'antirokinase. Elle contient aussi les hormones intestinales qui jouent un rôle très important, activateur ou inhibiteur de la motricité intestinale et des sécrétions intestinales. Ensuite, la gastrine, le VIP et le GIP, c'est le vasoactif intestinal peptide, et le gastric inhibitory polypeptide. La sécrétine est la substance EP et la peptidase pancréatique. On ne va pas trop détailler dans la sécrétion intestinale, on va passer rapidement pour expliquer les autres mécanismes. Arrivons donc à la physiologie de la digestion et l'absorption intestinale. On a dit que les sécrétions intestinales et la motricité intestinale ont un rôle très important dans la digestion et l'absorption. Et donc la digestion, c'est l'ensemble des phénomènes transformant les aliments ingérés en composés propres capables d'être absorbés par l'entérocyte. Ce phénomène a lieu essentiellement au niveau de la lumière intestinale et surtout au niveau de la bordure ambrose et au niveau du cytoplasme des entérocytes. L'absorption donc est un processus par lequel les produits de la digestion sont transformés dans le milieu intérieur. En traversant toute la longueur de cet entérocyte, avant d'être drainés par la circulation sanguine ou lymphatique vers la circulation systémique.
En fait, la digestion et l'absorption, ce sont deux phénomènes couplés et synchrones. En pratique, le terme de malabsorption désigne toute anomalie de la séquence digestion-absorption. Ce d'autant que les deux mécanismes ont pour conséquence un défaut d'absorption et se manifestant par l'association d'une diarrhée chronique et un syndrome carentiel. Le contenu intestinal alimentaire ensuite va passer au niveau du côlon qui joue un rôle très important dans la réabsorption de l'eau des matières fécales avant de les évacuer. Le transit colique qui fait d'environ 20 heures, il est variable en fonction de régime alimentaire et en fonction de sexe. Il peut aller jusqu'à 72 heures. Le côlon est le siège des différents mouvements. Il est le siège de contraction annulaire qui augmente le contact du contenu avec la muqueuse colique. Des ondes péristaltiques qui ont un rôle propulsif et des ondes antipéristaltiques qui jouent le rôle contraire, veut dire qui augmentent le séjour des matières dans le côlon. Le côlon est le siège de réabsorption de plusieurs ions, dont les plus importants ce sont le sodium couplé au chlore au niveau proximal, les échanges de potassium et de sodium au niveau distal. Le côlon sécrète deux mucus pour faciliter la défécation. La présence d'une flore bactérienne a le rôle de terminer la digestion par deux mécanismes, la fermentation et la putréfaction. La fermentation, c'est la terminaison de la digestion des résidus cellulosiques et par conséquent une acidification du milieu colique par production d'acide acétique et d'acide volatile. La putréfaction, c'est la digestion des résidus protéiques et par conséquent une alcalinisation du milieu colique par production de l'ammoniac. On termine notre rappel physiologique par le mécanisme de continence et défécation. Je sais que c'était un peu lent, mais c'est très important de se rappeler de ces notions physiologiques. Donc, en continuant, le rectum et les sphincters internes et externes anal sont soumis à une régulation nerveuse complexe qui assure la continence et la défécation. En dehors de toute défécation, le rectum est vide. Les matières fécales sont stockées au-dessus du rectum, veut dire au niveau du côlon sigmoïde et au niveau du côlon descendant. Le sphincter interne fait des fibres musculaires lisses dépendant d'un système nerveux extrinsèque ou bien neurovégétatif. Le sphincter externe, par contre, il est fait des fibres musculaires striées et donc il est dépendant d'une innervation somatique sous le contrôle volontaire. Au repos, la pression anale est supérieure à toute pression fécale, c'est pour ça aucune émission des gaz ou des matières fécales n'est possible. Lors de défécation, le plancher pelvien s'abaisse, le rectum et l'anus prennent un aspect d'un entonnoir dans lequel est propulsée la colonne fécale aidée parfois par les poussées abdominales. Si vous me suivez dans cette séquence, je vais détailler les choses. Donc, vous voyez les matières fécales, ils vont descendre en direction de l'anus. Au niveau du rectum, les terminaisons nerveuses sensibles à la distension vont envoyer un signal vers notre cerveau pour indiquer le temps d'aller aux toilettes. En même temps, il y aura un relâchement du sphincter interne de l'anus, vous voyez. Et lorsqu'on est aux toilettes et on est prêt, on relâche volontairement notre sphincter externe pour permettre l'évacuation des matières fécales en dehors de l'anus. Comme vous voyez, entre chaque défécation et une autre, les sphincters internes et externes restent contractés en permanence pour permettre la continence. Donc, on peut commencer notre cours qui porte sur les troubles du transit intestinal en commençant par les diarrhées. Une diarrhée, par définition, est une accélération de transit avec émission des selles trop liquides, trop fréquentes, trop abondantes et de consistance anormale. Si on peut déterminer les choses, on va dire que des selles trop liquides veut dire le poids d'eau est supérieur à 90% du poids des selles. Trop fréquente veut dire un nombre de selles qui est supérieur ou égal à 3 selles par jour, ou bien trop volumineuse où le poids des selles doit être supérieur à 250 grammes par jour. Il y en a qui disent qu'il doit être supérieur à 300 grammes par jour.
La définition qui est prise en considération en pratique courante, c'est la définition de l'OMS qui dit qu'une diarrhée, c'est une évacuation d'au moins 3 sels trimol à liquide par jour. Selon le mode d'évolution, on pourra classer les diarrhées en 3 types, des diarrhées aiguës, des diarrhées prolongées et des diarrhées chroniques. Des diarrhées aiguës, ce sont des diarrhées qui évoluent moins de 2 semaines. Ce sont des diarrhées avec un début brutal et dont le facteur le plus fréquent, c'est une infection. Les diarrhées prolongées, ce sont des diarrhées qui durent entre 14 à 30 jours. Des diarrhées chroniques, ce sont des diarrhées qui se prolongent au-delà de 30 jours. J'attire votre attention que l'évacuation fréquente des selles normales n'est pas une diarrhée. Physiopathologiquement, les diarrhées sont en rapport avec un trouble de ces mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la motilité. Un trouble de la motilité peut conduire à des diarrhées par hyperkinésie, ou ce qu'on appelle les diarrhées motrices. Ce sont des diarrhées caractérisées par une évacuation des selles molles au réveil ou bien en postprandial. En réalité, ce type de diarrhée est en rapport avec une accélération de transit par rapport au temps normal de transit. Ce type de diarrhée répond bien au ralentisseur de transit. Les principales causes, ce sont les troubles fonctionnels intestinaux dont le stress et le facteur génétique sont les plus responsables. Les troubles de sécrétion digestive, donnant des diarrhées par hypersécrétion ou bien des diarrhées sécrétoires, ce sont des diarrhées caractérisées par une évacuation typiquement abondante et hydrique et le volume de sel il est supérieur à 500 ml par jour. C'est une source de fuite importante de potassium et de bicarbonate. Les principales causes, ce sont les colites inflammatoires, telles que la maladie de Crohn, et certaines parasitoses chroniques, surtout chez les immunodéprimés, certaines tumeurs endocrino-sécrétantes, telles que la tumeur sécrétante de la gastrine, vu que la gastrine, c'est un activateur de la sécrétion intestinale. Troisième mécanisme, ce sont les troubles de l'absorption intestinale par lésion de la muqueuse intestinale. Ce sont les diarrhées par malabsorption dominées par la maladie cœliaque. Les troubles de la digestion proprement dite, ce sont les diarrhées par maldigestion et qui réalisent par la suite une diarrhée par malabsorption. Ce sont les insuffisances pancréatiques qui se voient au cours des pancréatites chroniques, certains cholestases prolongées, ou bien en cas d'altération de la flore microbienne. L'interrogatoire est un temps principal de l'examen clinique. Il doit préciser les caractères suivants. La date de début, récente de quelques heures en rapport avec une diarrhée aiguë, ancienne de plusieurs semaines au moins en rapport avec une diarrhée chronique. Il est important de chercher aussi le nombre de selles par 24 heures et l'horaire d'évacuation des selles, matinale, postprandiale ou bien nocturne. L'aspect des selles reflète l'état de notre système digestif, c'est pour ça il y a une importance de voir les selles à chaque défécation. On doit vérifier la couleur et la consistance de nos selles. La couleur normale de nos selles est de couleur marron-brun, donnée par la stercobiline, qui est le produit de dégradation des selles biliaires. La recherche des éléments anormaux, tels que le sang, le pus et les glaires enrobant les selles ou les accompagnant. Ça va nous aider pour déterminer l'étiologie de ces diarrhées. L'évolution aiguë chronique ou paroxystique. Il est important aussi de chercher les signes accompagnateurs, les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, une fièvre qui peut nous orienter vers une origine virale ou bien bactérienne de cette diarrhée. Au cours de notre examen clinique, on s'intéresse beaucoup par la recherche des signes de retentissement sur l'état général. Vous voyez qu'on doit chercher des signes de déshydratation au cours des diarrhées aiguës. On doit chercher un pli cutané, les signes de soif, les signes de sécheresse des muqueuses, une enlugurée, une hypotension, parfois même des signes de choc hypovolémique. Des signes de dénutrition, un amaigrissement important qui peut être la conséquence d'une diarrhée chronique. Les œdèmes carentiels au cours des diarrhées chroniques aussi. On doit s'intéresser par l'inspection des dos des pieds et des mains.
Ce sont des œdèmes qui vont garder le godet et qui sont caractérisés par l'aspect non douloureux et blanc. Un syndrome septicémique où on aura une fièvre supérieure à 39 degrés ou bien une hypothermie, voire un choc septique. C'est une complication qui est à chercher au cours du syndrome dysentérique. La recherche de la cause des diarrhées est possible par des examens de l'appareil digestif et des examens complémentaires. Au cours des diarrhées aiguës, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de recours aux examens complémentaires parce que la plupart des diarrhées, ce sont des gastro-entérites virales. Mais quand même, dans certains cas de diarrhée invasive ou diarrhée bactérienne, on doit chercher la cause par des examens complémentaires tels que la coproculture des selles et des examens sanguins tels que l'hémoculture, NFS et ainsi de suite. Au cours des diarrhées chroniques, le recours des examens complémentaires est très important et surtout l'examen aussi de l'appareil digestif, il est important, surtout le toucher rectal qui apportera des éléments cliniques qui nous aident à orienter notre diagnostic. Maintenant, on va entrer dans les détails de notre étude sémiologique en précisant les caractères de chaque diarrhée. On commence par les diarrhées aiguës. Donc, comme son nom indique, une diarrhée aiguë survient sur un mode brutal et évolue depuis moins de 14 jours. Elle a toujours un facteur déclenchant alimentaire, infectieux, médicamenteux ou toxique. L'aspect des selles, ce sont des selles généralement peu fécales, voire liquides, ce qui apportera un risque de déshydratation, surtout chez le nourrisson et le vieillard. Ce risque est lié surtout à l'incapacité d'exprimer la soif par les deux. Les autres complications qu'on peut voir, ce sont le sepsis sévère, la cholectasie ou la perforation. Qu'est-ce qu'une cholectasie? La cholectasie, c'est une dilatation de tout ou bien une partie du côlon suite à un état inflammatoire de la paroi colique et suite à un amincissement de cette paroi, avec un risque de perforation à tout moment. Cette complication est rencontrée beaucoup plus au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn, et au cours du colite infectieuse. Maintenant, on va expliquer les différents types de diarrhée aiguë. La nouvelle classification des diarrhées aiguës se base sur 3 syndromes. Le premier syndrome, c'est le syndrome gastro-entérique ou ce qu'on appelle les diarrhées virales. C'est une atteinte gastro-intestinale où le virus détruit la bordure ombreuse érythrocytaire et empêche l'absorption. C'est une diarrhée aiguë qui est généralement peu sévère et peu abondante et peu nombreuse, sans glaire, ni de sang, ni de débris muqueux dans les selles. Elle est accompagnée généralement de douleurs abdominales minimes et dans certains cas de nausées et vomissements. La fièvre est possible, mais le plus souvent ne dépasse pas 38,3 degrés. Une association des autres signes de virose, un syndrome grippal, peut orienter notre diagnostic. L'évolution est généralement favorable spontanément en 3 jours dans la majorité des cas. Les principaux germes en cause, ce sont les calcivirus, les rotavirus, les adénovirus 40 et 41. Le deuxième syndrome des diarrhées aiguës, c'est le syndrome cholériforme ou bien les diarrhées aiguës hydroélectrolytiques. Cela se traduit par une atteinte du grêle sur un mode toxinique, où le germe va se fixer sur la surface cellulaire et va sécréter des toxines qui vont déclencher une stimulation de la sécrétion cellulaire et une inhibition de l'absorption passive. Parmi les causes qui vont donner un syndrome cholériforme, ce sont les TIAC ou bien la toxi-infection alimentaire collective. C'est une apparition de moins 2 cas groupés qui ont la même symptomatologie digestive dont on peut rapporter la même cause d'origine alimentaire. Les principaux germes responsables, ce sont les salmonelles mineures et les staphylocoques dorés, Staphylococcus aureus. Les TIAC dus à des staphylocoques dorés ont un mode de survenue brutal avec incubation courte de quelques heures, avec des vomissements fréquents et des douleurs abdominales qui accompagnent les diarrhées fréquentes. La deuxième cause qui peut nous donner un syndrome cholériforme ou bien des diarrhées aiguës hydroélectrolytiques, c'est le choléra ou bien l'infection à Vibrio cholera.
Le vibrio cholérique sécrète la toxine cholérique qui agit in situ au niveau des entérocytes. La forme la plus caractéristique c'est la diarrhée aiguë aqueuse, très abondante, afficale, dite odorie. Voici les selles d'un patient atteint de cette infection grave. Ce sont, comme vous voyez, des selles liquides de coloration ou bien de couleur proche de la couleur de odorie, contenant des flocons blanchâtres qui correspondent à des débris muqueux. Cette diarrhée généralement ne s'accompagne pas de douleur abdominale et évolue sur le mode apéritique. Mais elle a un risque très important, c'est la déshydratation constante et très rapidement menaçante. Voici le lait dont on installe les patients atteints de cette infection. C'est un lait spécial pour que le patient puisse évacuer ses selles fréquentes et afficales dans un seau spécial. On arrive donc au dernier syndrome des diarrhées aiguës qui est le syndrome désentérique, ou bien ce qu'on appelle les diarrhées invasives. Ce syndrome se traduit par une atteinte lésionnelle de l'intestin où le germe pénètre dans l'entérocyte et le détruit. Voici ces germes-là qui vont entrer au niveau de l'entérocyte, ils vont se multiplier. En détruisant tout l'entérocyte, ils vont passer par la suite vers la circulation sanguine. Ce syndrome est caractérisé par des diarrhées fréquentes, mais peu abondantes et peu fécales, avec du glaire, du sang parfois au début, avec des débris muqueux. Une association fréquente avec un syndrome rectal qui regroupe les épreintes et les ténesmes. Les épreintes, ce sont des coliques violentes qui précèdent l'évacuation des selles et qui sont soulagées par la selle. Les ténesmes, ce sont des tensions douloureuses et des brûlures avec une envie continuelle d'aller à la selle. Les douleurs abdominales sont fréquentes au cours de ce syndrome et parfois même intenses. Un risque de sepsis, de cholectasie, de perforation en absence de toute prise en charge rapide et adaptée. Les principales causes du syndrome désentérique ou bien des diarrhées invasives, ce sont les infections à Campylobacter jejuni, cette infection qui est due à une contamination fréquente par la nourriture et dont la transmission interhumaine semble rare. Cette infection est responsable d'une invagination intestinale aiguë chez le nouveau-né et le nourrisson. Une deuxième cause, c'est la Salmonella typhi et paratyphi, responsable de la fièvre typhoïde, qui a une période d'incubation asymptomatique qui dure entre 7 à 14 jours après ingestion. Les diarrhées vont apparaître au deuxième septénaire ou bien à la phase d'état. C'est une diarrhée ocre jus de Milan, non accompagnée de douleur. Voici l'aspect de diarrhée au cours de cette fièvre typhoïde. La fièvre est en plateau entre 39 et 40 degrés avec des taches rosées lenticulaires caractéristiques. Voici ces taches qui apparaissent sur le tronc et le thorax du sujet. On a terminé avec les diarrhées aiguës. Maintenant, on va résumer rapidement la prise en charge thérapeutique. Cette prise en charge qui s'articule autour des trois axes essentiels suivants. Le premier axe, c'est la réhydratation. La réhydratation permet d'éviter la déshydratation et dans la plupart des cas, on réhydrate le patient par voie orale. Voici les sels de réhydratation qui sont utilisés dans la réhydratation. La reprise alimentaire est nécessaire et permet d'éviter la dénutrition. Dans la plupart des cas, le régime est sans résidus. Le deuxième axe est le traitement symptomatique qui se base sur les trois classes des antidiarrhéiques. Le premier, c'est la classe des lopyramide qui joue le rôle d'un antisécrétoire et un ralentisseur de transit. Deuxième classe, ce sont les topiques adsorbants de type diosmectite ou bien smecta. Troisième classe, ce sont les antisécrétoires par voie orale, dont le nom de Turfan est le plus fréquent. Éventuellement un traitement antibiotique aussi basé sur les antiparasitaires de type métronidazole ou bien sûr les ciprofloxacines de type Ciflox. Passons donc aux diarrhées chroniques. Les diarrhées sont dites chroniques lorsqu'elles sont prolongées au-delà de 30 jours. Selon une ancienne classification, les diarrhées chroniques sont réparties en trois. Le premier type, qui est les diarrhées coliques,
Les diarrhées coliques, ce sont des diarrhées matinales impérieuses, faites de sel moué, suivies des sels molles à liquide. Elles s'accompagnent de douleurs à type de colique et alternent avec des épisodes de constipation, avec un état général qui est généralement conservé. Les principales causes, ce sont la colite chronique post-amébienne, cette colite qui fait suite à l'amébiase aiguë colique qui se manifeste par des diarrhées avec des douleurs plus ou moins violentes. La surinfection bactérienne est une complication fréquente qui conduit à une déshydratation rapide. Rarement, il y aura une apparition d'une pseudo-tumeur inflammatoire qu'on appelle amoebogne au niveau de la fosse iliaque droite. Mais vraiment rare qu'on voit ça. J'espère que vous voyez l'aspect des ulcérations de la colite chronique post-amébienne sur l'image endoscopique. La deuxième cause, c'est le cancer colorectal. Le cancer colorectal change de tableau clinique. Il peut nous donner un tableau de constipation, comme il peut nous donner un tableau de constipation qui alterne avec des diarrhées. On va en parler des détails du cancer colorectal dans la partie de constipation. Le deuxième type de diarrhée chronique selon la même classification, ce sont les diarrhées gréliques. Les diarrhées gréliques sont dominées par les diarrhées par malabsorption, ce qui réalise une stéatorrhée. La stéatorrhée, c'est quand la quantité des selles, la quantité des graisses dans les selles dépasse les 6 grammes par 24 heures. Elle peut arriver même jusqu'à 14 grammes par 24 heures, ce qui confère aux selles l'aspect molle, volumineux, pâle et luisant, avec une odeur fixite et une émission sans douleur. Voici sur cette image l'aspect des selles qui paraît riche en graisse. Ce type de diarrhée s'accompagne d'une anorexie, un amaigrissement aussi. Dans les principales causes, ce sont les anomalies de la muqueuse grélique dominées par la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui se développe sur des terrains de prédisposition génétique. Cette maladie va nous donner des diarrhées par malabsorption, par une anomalie histologique de l'intestin grêle. L'ictère par rétention et l'insuffisance pancréatique exocrine conduisent aux diarrhées par malabsorption et maldigestion. Le troisième type de diarrhée selon cette classification, ce sont les diarrhées motrices. On a parlé des diarrhées motrices dans la physiopathologie des diarrhées, mais on va aussi ajouter quelques détails pour que vous mémorisez bien les choses. Donc, les diarrhées motrices sont des diarrhées hydroélectrolytiques et qui arrivent en période matinale ou bien postprandiale immédiate ou précoce, à peu près dans les 30 à 60 minutes après le repas. Elle peut contenir des fragments alimentaires et elle s'accompagne des coliques, avec un état général qui est conservé. Les principales causes, ce sont les troubles fonctionnels intestinaux, ou ce qu'on appelle le syndrome d'intestin irritable, dont le stress psychique, les facteurs génétiques sont responsables. La neuropathie diabétique et l'hyperthyroïdie, ce sont aussi des causes importantes dans cette diarrhée. Je voulais vous montrer que les choses s'actualisent. C'est pour ça que c'est important que vous voyez la nouvelle classification. Donc, la nouvelle classification des diarrhées chroniques sépare les diarrhées en 4 types. Les diarrhées par malabsorption, les diarrhées motrices, les diarrhées osmotiques et les diarrhées sécrétoires. Je pense qu'on a parlé de tous les types de diarrhées, sauf les diarrhées osmotiques. Donc, j'ai ajouté cette remarque qui parle de diarrhée osmotique. C'est une émission des selles, en fait, c'est une émission des selles liquides sans altération de l'état général, née de malabsorption. Cela est dû à l'effet osmotique des agents ingérés ou bien des molécules ingérées. Ces molécules-là qui sont peu ou pas absorbées au niveau intestinal, ce qui implique une rétention d'eau aboutissant au final à des selles liquides qui cèdent à la disparition de cet agent osmotique. Cette diarrhée fait suite à une ingestion de grandes quantités de sucre-alcool, de lactose ou de magnésium. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses concernant les diarrhées. Passons maintenant au deuxième trouble du transit intestinal qui est les constipations.
On est arrivé maintenant au dernier trouble du transit qui est la constipation. Voici la définition. La constipation, c'est un retard de l'évacuation des résidus fécaux, ce qui signifie un transit qui est prolongé. C'est le contraire des diarrhées. Donc, une surdigestion des résidus, d'où la déshydratation des matières fécales, ce qui va nous donner des selles déshydratées et surdigérées. Parfois des selles réchaudées, ce qui donne une fausse diarrhée. Les fausses diarrhées, ce sont des émissions des selles liquides ou bien réchaudées après une période de constipation. Voici ce qui se passe au cours de constipation. C'est un intestin normal et celui-là est un intestin constipé. Voilà la stagnation des matières fécales au niveau du sigmoïde. Parfois même au niveau du rectum, selon le mécanisme. La constipation est un symptôme qui signifie aussi l'insatisfaction du malade à la défécation. Cela se produit soit suite à des selles peu fréquentes, veut dire moins de 3 selles hebdomadaires, ou bien s'il y a un trouble de défécation, ou bien un trouble à exonérer, un problème à exonérer, ce que je voulais dire, un problème à exonérer, ou bien les deux en même temps, un problème à exonérer et des selles peu fréquentes. La physiopathologie de la constipation, voici, la constipation peut se produire selon deux mécanismes, soit par un défaut de progression ou la motilité colique qui est diminuée, veut dire un stase colique qui conduit à cette constipation. Ou bien un retard à l'évacuation, veut dire la motilité colique est conservée, est normale, mais il y a un retard à l'évacuation suite à une dyskysie pelvirectale. Cette dyskysie, elle va nous donner une stagnation fécale au niveau du sigmoïde et au niveau du rectum par trouble de la défécation. Devant toute constipation, à travers un très bon interrogatoire, on doit sortir les éléments suivants. Le premier élément à sortir, c'est le mode de début. Est-ce que cette constipation est aiguë, récente et transitoire, accompagnant une affection aiguë, ou bien c'est un mode qui est récent, persistant, évoquant une atteinte organique, le plus souvent un cancer digestif, du côlon ou bien du rectum, ou bien le cancer colorectal, ou bien une constipation qui est ancienne et chronique, évoquant une cause fonctionnelle, par exemple les endocrinopathies et les maladies métaboliques, et certaines pathologies neurologiques. Le caractère des selles, est-ce que ces selles sont régulières, peu abondantes, dures, sèches, en sébaille, qui sont des excréments de forme ronde, déshydratés, desséchés et de petite taille, ou bien des selles espacées de plusieurs jours, ou bien des fausses diarrhées dans lesquelles on retrouve des fragments durs. Les signes accompagnateurs qu'on doit aller chercher au cours d'une constipation, ce sont les douleurs abdominales, le ballonnement abdominal et les rectorragies. Les rectorragies, c'est une sorte d'hémorragie digestive qui se manifeste par une émission par l'anus d'un sang rouge qui accompagne parfois les selles et parfois il est indépendant des selles. L'examen digestif face à une constipation est très indispensable, surtout l'examen pelviproctologique qui repose sur le toucher rectal et quelques examens complémentaires. Le toucher rectal, voici comment faire le toucher rectal avec la position genou-pectorale. Je ne vais pas ramener une image pour montrer cette position, mais on verra ça dans l'examen physique. D'accord, ce toucher rectal, il va nous montrer soit un rectum plein, il va retrouver soit un rectum plein ou bien un rectum vide. Un rectum plein en faveur du problème ou bien un trouble de défécation. Un rectum vide, c'est en rapport avec un problème de la motilité colique où les matières sont stockées au-dessus du rectum, veut dire au niveau du sigmoïde ou bien au niveau du côlon descendant. On verra donc les causes de la constipation. La constipation peut être primitive, mais généralement est secondaire dont la cause est une pathologie organique qui est à l'origine de ces symptômes. Cette pathologie doit être systématiquement évoquée et éliminée. Devant toute constipation, surtout si l'âge est supérieur à 50 ans ou bien avoisine les 50 ans, on doit s'intéresser à éliminer un cancer colorectal.
Le cancer colorectal est à l'origine d'une constipation d'aggravation d'apparition récente, parfois une alternance constipation-diarrhée avec des douleurs abdominales intermittentes et un ballonnement abdominal qui cède après l'émission des gaz ou des selles. La constipation au cours du cancer colorectal peut s'accompagner de rectorragies qui sont soit indépendantes des selles ou bien enrobant les selles. La deuxième cause des constipations secondaires, ce sont les colites inflammatoires ou parasitaires dont la bilharziose intestinale est la plus fréquente. La constipation peut être secondaire à un trouble fonctionnel dont on trouvera deux catégories de constipation. Une constipation transitoire fait suite à une maladie aiguë fébrile, fait suite à une insuffisance cardiaque ou bien fréquemment suite à une intervention chirurgicale. Deuxième catégorie, c'est la constipation chronique due à l'ingestion médicamenteuse des opiacés par exemple, des antidépresseurs et des antiépileptiques qui ont un rôle ralentisseur de transit. La constipation peut être secondaire à une endocrinopathie ou bien une maladie métabolique telle que l'hypothyroïdie et la mucophysidose. Certaines causes neurologiques peuvent être responsables des constipations chroniques fonctionnelles. Parmi eux, c'est la maladie de Parkinson. Si vous voulez plus de détails sur les diarrhées et la constipation, vous pouvez consulter les sources suivantes. On se retrouve Inch'Allah avec vous dans la prochaine vidéo. Merci. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam.